will continue speaking in English. And for those of you who don't know me, I'm Katja Vuori, CEO of AgriCord, based here in Brussels in AgriCord Secretariat. And it's a great pleasure for me to open this fourth webinar. And the objective of these webinars is to create a space for open exchanges within the Alliance, to deepen the joint reflection on the specific themes and discover inspiring practices and explore the application beyond the CEPO program. And as said, this is the fourth webinar, and these have been very successful with a lot of participants. From the prior ones, there have been over 300 participants in the three webinars that have been held before this. So this confirms that there is a usefulness and a need and relevance for this type of joint learning trajectories. And before we start the real topic, I would like to take this opportunity to give special thanks to Adeline Long from our French Agri agency FERT, and Frank Philippe from our other Agri agency in France, namely AFDI, and Florian Reiskens from AgriCord Secretariat, who is not with us today, but has been very active in the whole process. Thank you very much for your dedication and efforts. You have really been the pillars on which this webinar series is resting on, and it's very much appreciated that you do this work for the benefit of all of us. And again, welcome to all the participants, and I hope that you have a informative and inspiring session and can also actively participate in the discussions after the presentation. And with this, I will give the floor to Adeline, who will moderate the rest of the session. So Adeline, the floor is yours. Merci Katja. Merci pour cette introduction. Donc effectivement, aujourd'hui, nous allons partager deux expériences, l'expérience de l'ACPF au Burkina Faso et l'expérience de Trias en Équateur. Deux expériences donc avec surtout sur le suivi post-formation de la formation leader, puisqu'on sait que c'est un thème très important pour s'assurer que donc les formations que vous faites au niveau des leaders puissent réellement être utilisées par les organisations de producteurs par la suite et assurer la relève dans vos organisations de producteurs et renforcer les OP. Donc aujourd'hui, donc ces deux présentations, donc comme les autres webinaires, on va prévoir 20 minutes de présentation, après 10 minutes de questions-réponses après les présentations. On prévoira aussi un petit temps d'échange, débat par la suite, et enfin une synthèse. Alors, je ne sais pas si vous voyez tous bien mon écran. Oui. Parfait. Donc la première présentation, donc je vais demander à Estelle Traoré de nous présenter l'expérience de l'ACPF, et donc par la suite, pour l'expérience de Trias, ça sera Paul Vasquez-Caillé qui nous présentera l'expérience de Trias. Estelle. Hop. Estelle, je te laisse présenter. Je vois que ton micro est désactivé, il me semble. OK. Merci bien. Moi, je m'appelle Traoré Estelle. Je suis chargée de formation et de gestion des connaissances au niveau de la Confédération paysanne du Faso. Et j'ai eu l'insigne honneur de travailler sur le CEPOP, parcours de formation des responsables d'OP. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter un peu comment nous faisons le suivi post-formation quand nous mettons en œuvre les formations avec les responsables. OK, on peut aller.
Slash. Donc, ma présentation va porter sur 7 points. C'est vrai que c'est 7, mais c'est très court, vous allez l'apercevoir. Il y aura premièrement la présentation de la CPF, ensuite la présentation du dispositif de formation de la CPF, les objectifs de la formation des responsables pour la CPF, le parcours de formation et les résultats que nous avons engrangés. Et on va aller sur le suivi post-formation en vous présentant en 6e étape les étapes et les indicateurs de suivi. Et on va conclure par les enjeux et recommandations. Slash. OK. Comme vous le savez, la Confédération paysanne au CPF en abrégé est une organisation fêtière de 16 membres qui a vu le jour en novembre 2002. Mais en janvier 2019, elle s'est conformée à l'acte uniforme OHADA et est devenue une coopérative avec conseil d'administration. Elle se donne pour mission de défendre les intérêts des producteurs, de faire la promotion de l'agriculture familiale et d'influencer les politiques en faveur des exploitations familiales, de faire le renforcement des capacités de ses membres, de développer des services économiques pour ses membres, et elle représente au niveau du pays la profession agricole. Voilà. Pour cela, elle a à son sein des structures spécifiques. Et ces structures spécifiques, il y a le Collège des jeunes qui parle spécifiquement des problèmes des jeunes, le Collège des femmes et le Collège des anciens administrateurs qui participent à l'appui conseil des autres membres. Slide. OK. Le dispositif de formation de la CPF est composé de thématiques techniques telles que sur la production, la transformation des produits agricoles, la gestion et sur des thèmes de changement climatique et de genre. Mais nous avons également les thématiques plus politiques qui sont surtout le plaidoyer, le leadership, le suivi des politiques agricoles. Et dans le dispositif pour la mise en œuvre des formations, on a des cadres, il y a les formateurs internes qui sont à l'interne de la CPF, à savoir l'équipe technique ou les élus ou les équipes techniques les animateurs endogènes des OP. Et on fait appel aussi à des formateurs externes qui sont les consultants et autres personnes ressources. Nous utilisons également les cadres spécifiques dont je viens de parler plus haut pour des formations. À travers ces cadres de jeunes ou de femmes ou d'anciens, on fait également souvent des formations. Slide. OK. Quels sont les objectifs poursuivis par la CPF dans la formation des responsables? Nos objectifs sont surtout d'assurer la relève générationnelle, les responsables étant de plus en plus vieillissants, et de renforcer les capacités d'analyse et d'influence des politiques, parce que nous les renforçons pour qu'ils puissent en tout cas interpeller les autorités, et améliorer la gouvernance des OP. Et dans le cadre du CEPOP, on a eu à former, on avait un objectif de 90 apprenants à former, composé de jeunes femmes, de jeunes garçons et de jeunes leaders. Oui, slide. OK. Et ce parcours de formation des responsables comportait 4 modules. Le premier module était sur la connaissance du mouvement paysan. Le deuxième module, la connaissance de l'environnement des exploitations familiales et des OP. Le troisième module était savoir agir dans l'organisation paysanne. Et le quatrième, c'était sur la connaissance des politiques agricoles. Voilà. Et à l'issue de ces formations,
nous avons eu les résultats clés suivants. On a, à travers 13 sessions de formation réalisées, les formations sur les modules, et nos prévisions qui étaient de 90 apprenants à former, nous avons pu former 77 apprenants, et dont 52 sont des jeunes de moins de 35 ans. Et nous avons également pu former 26 salariés de nos organisations membres, et nous sommes en cours de coaching de 60 apprenants sur les 77 qui ont suivi les sessions de formation. Slide. En termes de suivi post-formation, qu'est-ce que nous poursuivons comme objectif? On fait le suivi post-formation afin d'évaluer les performances des élus qui sont formés, d'identifier les bénéfices pour les OP en termes d'expertise existante ou bien d'expertise qui peut être utilisée pour des formations pour d'autres structures, et également d'avoir des évidences pour alimenter le plaidoyer. Et les méthodes que nous utilisons dans le suivi post-formation, c'est surtout le suivi des besoins pour pouvoir mieux identifier les formations et des compétences également pour voir si les formations données sont bien assimilées. Également, on a une approche, l'approche de coaching mentorat et des évaluations régulières que nous utilisons pour faire le suivi. Slide. Voilà. Pour le suivi post-formation, on a trois principales étapes. Les trois principales étapes, on commence d'abord pour le suivi des compétences. Ça se fait avant même la formation. Donc, l'objectif ici, c'est d'élaborer des critères pertinents pour le choix des apprenants et évaluer les niveaux de compétences initiales ou les prérequis de l'apprenant sur le thème de formation, et puis réagissez si de besoin le contenu de la formation au niveau moyen des apprenants. Voilà, ça c'est quand nous faisons le suivi de compétences avant la formation. Et pour faire cela, nous utilisons les outils suivants, c'est des fiches d'auto-évaluation, c'est des grilles de sélection des apprenants et souvent la marque s'il le faut pour le diagnostic. Et ceux qui participent à ce suivi avant la formation, c'est essentiellement souvent l'équipe technique ou un consultant que nous recrutons. Et pour cela, le rôle qu'ils jouent dans ce suivi, c'est vraiment d'élaborer des outils de collecte et de former des animateurs endogènes pour la collecte et les mentors ici également, point focaux pour les collectes, et de les surveiller, de les faire la collecte des données par les animateurs pour qu'on puisse identifier les formations et les prérequis. Voilà. Et en deuxième cas, également, nous faisons des évaluations au niveau à travers des fiches d'auto-évaluation. Et là, nous sommes souvent appuyés par les élus qui jouent un rôle déterminant dans cette phase en collectant les données sur les apprenants afin de pouvoir faire la sélection et en fonction des critères définis. Slide. 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 OK. La deuxième étape importante, c'est le suivi des compétences acquises. Ça veut dire que nous sommes déjà dans la formation et on fait cela pour les objectifs suivants. C'est évaluer le degré d'appropriation des connaissances partagées. Et nous utilisons à ce niveau les outils comme les fiches d'évaluation journalière et les fiches d'évaluation finale. Et pour ceux qui interviennent à ce niveau, en tant qu'acteurs, ce sont les formateurs externes, si on les recrute, ou les formateurs internes qui sont au sein de l'OP ou de ces organisations membres. Et
pour leur rôle, c'est pouvoir en tout cas faire des évaluations ex ante d'abord, des prérequis en début de session de formation et afin de mieux affiner la méthodologie. Et pendant la formation, on fait des évaluations journalières permettant d'apprécier le niveau de satisfaction des apprenants sur les séquences dispensées. Et à la fin juste de la formation, on fait une évaluation finale permettant d'apprécier le niveau de satisfaction et le niveau de maîtrise de la thématique. Slide. Et enfin, la troisième étape clé de suivi post-formation, c'est la formation après. C'est le suivi de la formation après, juste à la fin, 6, 12 à 18 mois. Et là, on fait le suivi des compétences acquises. Et l'objectif, c'est de voir comment la connaissance acquise a évolué au niveau de l'apprenant et apprécier les champs d'application ou d'adoption. Et également, on a un objectif qui est de pouvoir avoir les données pour la mobilisation des ressources pour assurer la formation des apprenants. Et à ce niveau, les outils utilisés sont des questionnaires, des fiches de collecte numérique, des grilles d'analyse de données. Et là, on a les acteurs suivants qui s'impliquent. On a d'abord les leaders paysans et les coachs et mentors qui font le suivi de la mise en application pratique des connaissances acquises à travers le mentorat et le coaching de l'apprenant. Ensuite, on a l'équipe technique et les équipes des unions. Là, leur rôle, c'est de la collecte et l'analyse des changements induits, la négociation avec les partenaires et les collaborateurs pour d'éventuels renforcements. Et ensuite, il y a le conseil d'administration qui intervient à ce niveau également pour jouer un rôle de prise de décision pour la reconduction de la formation ou même voir l'orientation de la formation. OK. En termes d'indicateurs de suivi, qu'est-ce que nous faisons? On a essayé d'identifier des étapes et de trouver des indicateurs qu'il faut suivre. Par exemple, pour les indicateurs de suivi avant la formation, on a le score de connaissance de l'apprenant sur la thématique. On a le potentiel des apprenants. Ça veut dire le nombre d'apprenants possibles qui peuvent faire la formation. Et on a le nombre de participants projetés pour la formation que nous collectons. Et à la formation, tout juste au début et la fin de la formation, on collecte les données sur le score de connaissance de l'apprenant sur le sujet et la pertinence de la formation, le degré de satisfaction de l'apprenant, le nombre de participants désagrégés en sexe et en âge et en niveau de responsabilité et le taux de participation à la formation. Et pour toujours l'étape après la formation de 1 à 3 mois, par exemple, on essaie de voir les données de suivi sur le changement immédiat intervenu à la suite de la formation. Ça veut dire l'application de la formation, le changement de comportement que l'apprenant même a eu après la formation. Et on fait le niveau de connaissance ou d'aptitude acquise et également le coût moyen de la formation pour l'apprenant afin qu'il puisse mesurer l'efficience de sa formation. Et après la formation, toujours après 6 mois, 3 à 6 mois, on collecte les données sur les changements intermédiaires intervenus après la formation, c'est-à-dire le volume, le revenu, le client, le fournisseur, procès. Quand il a eu la formation, quel changement intervenait à tous ces niveaux, à son niveau. Et on collecte également le pourcentage des personnes formées ayant implémenté la connaissance acquise et le nombre de nouveaux acteurs ayant adopté et pratiqué
la formation, c'est les effets indirects. C'est autour de l'apprenant, il y a des gens qui l'ont fait. Et enfin, on collecte les données. Après 6 mois, on collecte les données sur les changements ultimes qui sont intervenus suite à la formation et le taux d'adoption des pratiques partagées. Si l'apprenant a eu à partager cela avec d'autres personnes, le pourcentage de formés ayant transmis les connaissances à leur pairs et le nombre de préoccupations spécifiques prises en compte dans les politiques et le taux d'accès à la formation, nombre de formés sur le nombre de demandes. Voilà les éléments clés les indicateurs clés que nous collectons. Oui, slide. Et en termes de défis, difficultés et recommandations, les difficultés que nous rencontrons dans le suivi post-formation, précisément, c'est l'insécurité qui limite le suivi terrain. Les missions et déplacements de suivi terrain des apprenants sont souvent impossibles compte tenu du contexte sécuritaire que nous vivons. Il y a également les retards enregistrés quelquefois dans la remontée des données de suivi. Si les animateurs doivent collecter, on constate souvent ces retards. Et il y a l'absence d'outils digitaux. Par exemple, les manques de téléphone ou d'ordinateur, le choix limité des outils digitaux et le faible capacité d'utilisation du digital pour les agents collecteurs. Et il y a également la mauvaise connexion que nous vivons. Non seulement les connexions sont souvent en rupture, et le coût de connexion également est élevé. En termes de solutions proposées, nous pensons qu'il faut intégrer les outils numériques et les formations en ligne pour bien rendre le suivi post-formation, renforcer le financement des dispositifs de suivi, parce que souvent, le suivi, le financement est moins évalué. Et également renforcer le suivi par les pairs. Le suivi par les pairs, nous le faisons déjà, mais ça nécessite un renforcement pour pouvoir mieux améliorer cela. Slide. OK. Donc, voilà à peu près ce que je peux présenter sur le suivi post-formation. Je donnerai la parole à un élu qui va faire un témoignage. Si M. Gansonré est en ligne. Bien sûr que je suis en ligne. Bonjour à tous. À la suite de Mme Traoré, en tant que président du comité pédagogique et secrétaire général de la Confédération paysanne du Faso, je voudrais partager rapidement avec vous mon appréciation de l'évolution et de l'adoption, de l'application des connaissances acquises au niveau de certains apprenants. Parce que à l'issue de la formation, nous avons mis un dispositif de coaching et de mentorat pour pouvoir suivre les apprenants post-formation et pouvoir les accompagner à atteindre un certain nombre de résultats. Alors, je ne serai pas très long, c'est juste pour partager avec vous une observation de changement que nous avons pu voir à partir effectivement des faits réels. Puisque dans le dispositif de suivi et de coaching, nous avions réparti les apprenants par mentoré et chaque mentor a un nombre d'apprenants qu'il doit accompagner dans son secteur. Et moi, j'ai eu l'occasion de prendre 6 apprenants avec moi. Et ce que je constate avec satisfaction, c'est que après la formation, les apprenants ont mis en application surtout savoir agir dans les OP et prendre en compte aussi les questions, n'est-ce pas, de planification et de développement personnel. Donc, à partir de ce qu'ils ont appris,
ils ont commencé à faire une planification pour ceux qui sont vraiment dans la production agricole et la transformation. Ils ont vraiment mis en pratique la planification de la production et j'ai constaté que depuis qu'ils ont commencé ça, il y a un certain nombre de produits en permanence et en volume plus important sur les marchés qu'ils mettent. J'ai compris que de par ce qu'ils ont pu avoir comme enseignement, il y a une très grande diversification des clients et des fournisseurs auxquels effectivement ils ont noué un partenariat avec des démarches aujourd'hui de plaidoyer auprès de l'autorité locale pour qu'on prenne en compte la question de la production agricole dans les plans de développement. C'est déjà en quelques mois ce que j'ai pu observer avec ceux-là que j'accompagne. Et sur les 6 personnes que j'accompagne, en tout cas 4 sont déjà à un niveau assez avancé en termes effectivement d'application de la formation. Alors, ça nécessitait quand même que je partage cela avec vous pour que vous compreniez que tant d'efforts, en tout cas, sont en train d'être positifs, en tout cas pour les services rendus par la Confédération paysanne du Passoir et ses partenaires aux adhérents. Voilà, juste pour vous dire, parce que ça va être documenté, puisque nous allons à l'issue de tout ça faire une évaluation générale et pouvoir partager les résultats avec tout un chacun. Voilà ce que j'avais à partager comme témoignage à chaud avec vous. Et je vais vous permettre de me voir avant que je ne vous quitte parce que je suis aussi le représentant des agriculteurs au niveau de l'Assemblée législative de transition. Donc, je suis député, nous sommes sur des projets de loi. Ce n'est pas évident que je termine la session avec vous parce que, bon, j'ai des contraintes. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous pour ce partage d'expérience. Je pense qu'il y a déjà eu quelques questions en ligne, mais effectivement, peut-être avant que vous nous quittiez, que vous deviez, peut-être on va prendre des questions. Donc là, j'ai 2 questions. Donc une question de Ridge du réseau SOU à Madagascar. Bon, qui était plus pour Estelle, pour savoir donc s'il y a des informations sur les coûts associés à la mise en œuvre du suivi post-formation et si vous utilisez des outils, donc un outil digital pour l'accompagnement post-formation. Donc, je ne sais pas, Estelle ou vous, Marc, si vous voulez répondre à cette question. Je peux répondre à cette question en attendant que Estelle complémente. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec ce que nous vivons comme insécurité, on est obligé d'intégrer la numérique dans les approches que nous développons. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des limites aussi dans l'utilisation de ce numérique. Elle vous a parlé tout de suite de la question des coûts, n'est-ce pas, de la connexion et même la disponibilité de la connexion sur l'ensemble du territoire, c'est assez compliqué. Mais pour ceux-là qui sont dans des zones où on a la possibilité de pouvoir utiliser le numérique, on l'utilise déjà parce que antérieurement à cette formation, un certain nombre de jeunes, surtout, vous avez vu que dans ceux qui ont pu bénéficier de la formation, il y a 52 jeunes. Parmi ces jeunes, il y a certains qui sont dans les zones qui ne sont pas très en insécurité, avec lesquels, effectivement, on utilise l'outil numérique pour pouvoir rentrer en contact avec vous, faire le suivi et partager un certain nombre d'informations. Ça se fait actuellement et nous voulons vraiment améliorer cela. Et ça nous a conduit aussi à rentrer en contact avec d'autres services tels que la Ligue des consommateurs pour vraiment porter notre voix afin que la question de la connexion à Internet soit un peu plus fluide pour que nous puissions travailler au mieux dans des circonstances pareilles. Estelle pourrait compléter, je crois. Ok. Ce que je peux ajouter également à cela, l'utilisation du numérique, du digital dans le suivi post-formation, on avait déjà entrepris un peu l'utilisation
de digital à travers l'application Kobo pour collecter les données sur la campagne agricole dans nos zones inaccessibles. Donc, on a un peu vulgarisé dans toutes les zones. Donc, on essaie autant que faire se peut pour utiliser cet outil également pour collecter les données de suivi sur les formations. Et avec le renforcement que nous avons dans le cadre de CEPOP sur l'ingénierie de la formation, nous sommes en train de travailler également pour encore renforcer les points de données à collecter là avec l'outil. Donc, on est en train d'améliorer la maquette de collecte pour prendre en compte non seulement des données que nous n'avons pas pu intégrer et également pour prendre en compte les coûts réels pour pouvoir les estimer. Donc, nous sommes sur ce travail. Par exemple, pour les données de suivi, ça, c'était un peu avancé, mais par rapport aux données sur le coût réel, ça, nous sommes en train de le travailler pour pouvoir le prendre. Et je peux dire que avec la maquette, les essais vont commencer pour pouvoir collecter les informations économiques, non seulement des formations, mais également de suivi, de suivi post-formation. Voilà ce que je peux ajouter par rapport à l'utilisation du digital et sur les cours de formation, de suivi post-formation. Merci. Alors, n'hésitez pas aussi à lever la main si vous avez des questions à poser. Pour l'instant, en attendant, je vais prendre les questions qui sont dans le chat. Mais n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat ou à lever la main si vous voulez prendre la parole. Donc, on a aussi une question de Féno de l'AFDI à Madagascar pour savoir si les mentors font partie des membres de la CPF ou si c'est des producteurs externes. Et je vais aussi donc donner la question de Moumini en Guinée, qui voudrait également savoir comment sont organisées et réalisées les séances de coaching ou de mentorat après les ateliers de formation. OK. Bon, les mentors, nous les avons. Il faut dire qu'on a bénéficié déjà d'un programme de mentorat dans les années précédentes qui a permis qu'on ait vraiment plus d'expérience sur ce sujet. Et donc, les mentors, nous les identifions sur la base de critères, bien évidemment, mais en priorité dans les membres de la CPF. La majorité des mentors sont membres de la CPF. Pourquoi cela? Pour leur permettre d'avoir la philosophie, l'idée principale que nous avons dans la dynamique du mentorat. Mais nous n'excluons pas les personnes ressources influentes dans le secteur, dans l'administration publique ou dans d'autres ONG qui sont vraiment des idées sur la production agricole. Mais nous tenons compte des mentors qui ont la philosophie que nous épousons sur la production agricole et sur les exploitations agricoles, afin que l'accompagnement qu'ils doivent donner aux mentorés puisse les servir réellement dans leurs activités de production. Donc, ils sont en majorité membres de la CPF. Voilà. Et la deuxième question, je n'avais pas bien noté cela, c'était... Oui, de savoir comment se passent les séances de mentorat ou de coaching. OK. Comment c'est organisé? Pour l'organisation des séances de mentorat, on a déjà une rencontre, on commence déjà par une rencontre avec les mentors qu'on aura identifiés pour pouvoir avoir une même vision sur le programme de mentorat. Comme
ça doit se faire. Le processus, on s'explique le processus ensemble. Et à l'issue de cela, on fait une rencontre avec les mentorés également. On fait une rencontre avec les mentorés, c'est une mise en relation et ils donnent leur sujet de mentorat et en fonction du sujet, les mentors qui se croient capables d'accompagner l'apprenant, ils rentrent en relation ensemble. Et quand ils rentrent en relation, ils élaborent ensemble un plan d'action de leur mentorat, d'accompagnement. Ils élaborent un plan d'action ensemble où ils définissent les objectifs de l'accompagnement et les actions à mettre en œuvre. Et dès qu'ils ont ce plan d'action-là, c'est sur la base de ce plan d'action que l'accompagnement se fait. Et bien sûr, bien évidemment, ça se fait souvent par téléphone et par chose, et par visite. Le mentor vient également. Mais il y a des actions où le mentor peut appeler pour avoir une information urgente. Il peut appeler son mentor qui lui est posé la question et le mentor lui explique. Mais le mentor vient dans son exploitation et voit comment il met en application les activités définies dans le plan d'action. Et ils ont des rencontres périodiques pour faire évaluer ce plan d'action et voir les insuffisances et comment les prendre en compte. Peut-être si l'honorable est là, il pourra donner le témoignage, comme lui-même il est un mentor, il pourra le dire également. Non, je crois, Estelle, que tu as tracé les différentes étapes, n'est-ce pas, de ce processus de mentorat. D'abord, il faut définir quels sont les mentors, parce que la Confédération paysanne du Passau a à l'air 16 organisations chrétiennes, et c'est parmi les leaders de ces 16 organisations chrétiennes que nous avions mis en place un pool de mentors. Et ce pool de mentors, presque tous ceux qui vont bénéficier de cet accompagnement sont issus de ces organisations membres. Donc la répartition par zone, par mentor a été assez facile. Et c'est comme elle a dit, par étapes. D'abord, constitution du pool, définition concertée, n'est-ce pas, des actions qui doivent être mises en œuvre, la mise en relation avec les mentorés et le contact maintenant permanent avec du mentoré au mentor et pour les permettre de faire le suivi et de faire un certain nombre de réagissements. Et après, on fait l'évaluation pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Voilà de façon caricaturée ce que nous faisons par rapport effectivement à ce processus. Merci. Merci. Alors, avant de passer à la présentation de Trias, je vois toujours pas de questions en direct, mais donc n'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser des questions. Et donc, s'il y a des difficultés techniques ou autres, à envoyer aussi un petit message dans le chat. J'ai vu une dernière question dans le chat, mais qui demandait, en fait, c'était Saël Fidèle Condiano, qui demandait plus des exemples d'outils, mais d'évaluation, notamment d'évaluation des connaissances. Bon, après, je suppose que ça dépend aussi des connaissances, mais bon, pour cela, je vous invite plutôt à demander directement à la CPF ou à AFDI si vous souhaitez plus de documents ou des exemples de documents. Des exemples d'outils et donc peut-être envoyer un message dans le chat en direct à Estelle ou à Marc Gonsaré pour avoir leur contact. Voilà. Allez, merci à vous. 44 personnes participant et on n'a pas eu de questions, ou ils n'ont pas compris, ou bien c'est pas intéressant. Il y en a eu dans le chat, mais c'était très intéressant. Madame. Merci à vous et à très bientôt. Un grand merci. Madame. Ah, j'ai une main. Ah non. Madame. Oui. Madame, Monsieur Talé d'Algérie, je suis président de l'ANAP, Association nationale des apiculteurs professionnels, et j'aimerais bien
apporter peut-être ma modeste expérience dans la formation et surtout en ce temps dans le changement climatique. En Algérie, c'est peut-être au niveau international et en Algérie en particulier, changement climatique. Nous, la formation en Algérie, on a perçu d'une manière générale, la formation, elle se fait de la base jusqu'au sommet. Elle est assurée par, mis à part les associations qui font de la formation professionnelle, de la formation pour perfectionner les gens. Nous avons la formation au niveau de la base, ça passe par le CFPS, Centre de formation professionnelle. Nous avons des instituts régionaux qui forment des techniciens. Nous avons des instituts régionaux et nationaux qui forment des ingénieurs. Et nous avons des universités qui forment des ingénieurs principaux plutôt, quoi. Nous, en Algérie, actuellement, je parle peut-être plus la filière apiculture que l'agriculture générale, elle est vraiment prise en charge par l'État. L'État intervient dans toutes les filières, mais simplement, notre filière, l'apiculture, elle n'est pas aussi une filière importante comme des autres filières, par exemple les céréales ou le maraîcher ou autres filières. Simplement la formation, moi que je vois la formation, il faudrait actuellement, nous on est arrivé à un stade très avancé, on travaille avec les universités, on travaille avec surtout les universités dans le cadre de la recherche, quand il y a un problème quelconque, soit maladie ou bien un produit donné pour qu'il s'adapte au climat donné, il faudrait qu'on travaille avec les universités dans la recherche pour vraiment sauver ce qu'on peut sauver au niveau international, pas uniquement au niveau en Algérie. En Algérie, l'État elle prend bien en charge la formation dans tous les domaines. Et si vous avez des questions à poser, je suis à votre disposition et merci de m'avoir donné ce temps. Merci à vous pour partager votre expérience. Effectivement, là, le sujet du webinaire et le sujet du cycle qu'on entamait, c'était vraiment plus axé sur la formation des leaders au sein des OP. Comment renforcer les leaders pour qu'ils puissent assurer donc leurs différentes responsabilités aux différents niveaux d'OP, effectivement, que ce soit des niveaux d'organisation de base ou des niveaux fêtières. Et je suis d'accord avec vous qu'effectivement, c'est important aussi de former les leaders sur ces questions de changement climatique et autres pour qu'ils puissent être en mesure d'assurer un plaidoyer au niveau des différentes organisations. Peut-être, oui, Monsieur Grossolet, je vais vous laisser la parole et puis après on passera à la prochaine présentation. Oui. Je voudrais rassurer mon frère de l'Algérie. C'est vrai, l'esprit qui a sous-tendu tout ça, parce que au niveau de la Confédération paysanne du Paso, nous sommes dans un réseau ouest-africain, l'Europa, et où nous avions ensemble créé une université paysanne qui nous amène aujourd'hui à utiliser l'expertise interne. En fait, c'est la formation par les pairs. Et c'est ça que nous avons privilégié. Mais ce n'est pas dit que les formations qui sont données ne sont pas en collaboration avec d'autres structures ou d'autres organes. Non. Il y a dans l'ensemble, dans même l'offre du service public, il y a tous ces dispositifs auxquels même les mentors ont des relations très étroites avec pour faire un complément là où il y a des insuffisances. Je crois que c'est une bonne expérience que vous avez. Nous sommes dans cette dynamique, mais on préfère que ce soit par les pairs. Et là, c'est encore mieux compris. Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience. Donc, pour la suite du webinaire, je vais laisser du coup la parole à Paul de Trias. Alors, je vais aussi partager. Madame, s'il vous plaît, je veux juste ajouter quelque chose. J'aimerais bien que au niveau mondial, par exemple, comme nous en Algérie, cette année, par exemple, 2024, nous avons eu pas mal d'échanges entre nos amis de France dans le cadre de l'apiculture, surtout des échanges
pour trouver des solutions pour préserver les races dans chaque région. Mais j'aimerais bien que à l'avenir, il faudrait des échanges entre pays et entre des organisations comme ça, on peut avancer. Nous, comme peut-être je me suis mal exprimé tout à l'heure, nous avons des femmes rurales, nous avons des associations de femmes, nous avons les femmes qui sont intégrées dans toutes les associations, soit apicole ou céréaliculture. Il y a des femmes qui sont intégrées. De temps en temps, il y a dans une région donnée où il y a des femmes rurales qui forment leur association uniquement femmes. Et je vous remercie. Merci à vous. Donc, je vais laisser la parole à Paul pour pouvoir poursuivre donc hop, alors que je reprenne le partage du diaporama. Voilà, Paul, c'est à toi pour le partage de l'expérience de Trias. Sí. Hola, buenos días a todos. Un gusto saludarles. Mi nombre es Paul Vázquez y les saludamos desde Ecuador, ¿no? Desde Latinoamérica, ¿no? Un gusto compartir con todos ustedes y escuchar esas lindas experiencias. Creo que estamos haciendo un trabajo bastante también similar acá en Latinoamérica y pues queremos compartir esta experiencia, ¿no? Ya. Sí, entonces vamos a arrancar, ¿no? Nuestra experiencia es el seguimiento post-capacitación de los programas de formación en liderazgo y cooperativismo. Está dirigido a los directivos de las cooperativas de productores de las OPEPs. Nosotros como Trias estamos trabajando a nivel de Latinoamérica en 3 países, Brasil, Ecuador y Perú. Y hoy les vamos a compartir un poquito más la experiencia en Ecuador, en donde estamos trabajando con organizaciones y cadenas de cacao, ¿no? Con organizaciones en la Amazonía, pero también en la zona andina con productos como la papa, ¿no? Y también la quinoa. Entonces, en función de esto, les vamos a compartir la experiencia. La siguiente lámina, por favor. Sí, entonces, dentro de estos programas de formación para nosotros ha sido bastante importante, ¿no? La planificación previa, ¿no? Justamente algunos colegas también lo mencionaron, ¿no? En este caso nosotros vemos mucho el tema de a quién está dirigido estos programas de formación en el tema del liderazgo, ¿no? Si son líderes en formación o son líderes que ya están siendo parte de las juntas directivas de las OPEPs con la finalidad de poder en lo posterior, ¿no? Evaluar cómo los conocimientos han sido aplicados en la práctica, ¿no? Entonces es un elemento importante que nos ha venido funcionando adecuadamente, ¿no? De hacer esa diferenciación, líderes en formación y líderes y activos en las cooperativas de productores. Como Trias estamos aplicando una metodología que es la gestión socioempresarial, ¿no? Sí discutir muchos temas organizativos, pero que estos vayan de la mano de temas empresariales, ¿no? Y esto lo esté claro también los miembros de las juntas directivas en las OPEPs. Y dentro de esta experiencia les vamos a comentar mucho también de las alianzas estratégicas para también realizar un aval académico de estos programas de formación y que también nos permitan garantizar la sostenibilidad en el tiempo. La siguiente lámina, por favor. Entonces, en ese sentido tenemos como un segundo paso que ha sido clave también dentro de este proceso de formación, son las alianzas estratégicas, ¿no? Si bien es cierto, como instituciones, como organizaciones, tenemos un nivel de experticia y de experiencia, es importante justamente esas alianzas con la academia, ¿no? Con las universidades y en este caso, ¿no? Nosotros hemos tenido una relación muy cercana con los institutos de economía popular y solidaria, que por un lado conocen de programas de formación, pero también han desarrollado contenidos que lo podemos también aprovechar y también podemos combinar con la experiencia que tenemos desde el trabajo con las cooperativas de productores, ¿no? Entonces, este es un tema interesante también para garantizar que estos programas de formación puedan estar también disponibles para otras organizaciones de productores, pero también, a su vez, las organizaciones con las que hemos estado trabajando también pueden generar sus alianzas de manera directa,
Esto nos permite garantizar la sostenibilidad y en especial la accesibilidad de estos programas de formación y reducir también los costos, ¿no? Para la implementación de estos programas de formación. Entonces, eso nos ha ayudado bastante para tener una mayor efectividad antes, durante y después de los programas de formación, ¿no? Poder contar con estas alianzas estratégicas y también con la academia para que nos pueda dar ese aval también de cómo estamos siendo efectivos dentro de estos programas de formación. La siguiente, por favor. Y hablando del tema de la postcapacitación y cómo ha sido el seguimiento luego de la implementación de estos programas de formación, nosotros nos hemos trazado como un objetivo el poder evaluar la aplicación de los aprendizajes y los conocimientos para una mejor gestión de las OPEs, ¿no? Entonces, ha sido súper importante partir desde un proceso de evaluación, ¿no? A través justamente de encuestas para tener ese conocimiento antes y también después de los programas de formación, pero no hacerlo solo, justamente hacerlo a través de esta alianza que tenemos con la academia para que esto pueda también lograr que quede registrado y también para que con los años podamos hacer un comparativo, ¿no? Entonces es un elemento súper importante. Por otro lado es la parte del acompañamiento, ¿no? Como un segundo elemento súper importante, algunos ya lo han comentado también en esta sesión, ¿no? El tema del acompañamiento y las mentorías, ¿no? Y esto en la responsabilidad desde TRIAS para acompañar también a los participantes, a los directivos, ¿no? Y para reforzar también los conocimientos y ya en el momento que se lo pueda aplicar. Entonces, entendemos de que los participantes adquieren un conocimiento, pero que necesitan también un acompañamiento para poder garantizar que ese aprendizaje sea más efectivo. Entonces, eso nos ha resultado muy bien también a través del equipo técnico de TRIAS, en sesiones, en reuniones de asambleas, de directivos, poder realizar este acompañamiento y poder reforzar también esos conocimientos aprendidos y que también el participante, el directivo, pueda generar también confianza, ¿no? Que es un elemento clave también a la hora de poder compartir sus conocimientos. El otro elemento clave ha sido también la asignación de recursos. ¿Cómo podemos garantizar también que los participantes de estos programas de formación cuenten con un presupuesto para las sesiones de réplica, ¿no? Cuando pensamos en que estos directivos puedan compartir sus conocimientos, pero también aplicarlos en la práctica. Entonces, en una alianza estratégica con las OPEPs y cooperativas de productores, hemos visto alternativas para que se pueda contar con los recursos para las sesiones de socialización y de réplica de los conocimientos adquiridos en las cooperativas de productores. Eso ha sido también un elemento que nos ha permitido poder garantizar que esos conocimientos puedan ser aplicados en la práctica. Otro elemento importante que nos ha dado resultados también es el intercambio entre pares, ¿no? Si bien es cierto, se involucra a la academia que tiene una metodología de formación, pero consideramos que ese intercambio con otros directivos de otras cooperativas o de otras OPEPs es fundamental para que estos directivos mensajes más efectivos también cuando se comparte desde la práctica y desde la experiencia. Entonces hemos generado también sesiones, ¿no? Para este intercambio entre pares, hemos generado reuniones o encuentros entre directivos, ¿no? En donde se ha podido garantizar este intercambio de aprendizajes, ¿no? Y también los intercambios de experiencias que nos ha ayudado mucho, ¿no? Pero también de poderles dotar de herramientas, ¿no? Si bien es cierto, se llevan los conocimientos, pero que también se lleven herramientas, metodologías para que sea más efectivo la aplicación en la práctica, ¿no? Y en especial el desarrollo de planes estratégicos, planes de negocios, planes organizativos que les permitan también a los directivos poder revisar los contenidos y también luego poderlos poner en práctica. Y finalmente, como TRIAS, aplicamos nuestra metodología que se llama SPIDER, a realizar un seguimiento y una evaluación también de cómo se está aplicando esto a nivel ya de las organizaciones, de las cooperativas, y poder evidenciar también qué tan efectivo también es ya la aplicación de estos conocimientos. La siguiente, por favor. ¿No? Entonces aquí podemos ver unas imágenes justamente, ¿no? En donde los participantes, los directivos de estos programas de formación, ¿no? También realizan sus réplicas, interactúan con las organizaciones, tenemos el acompañamiento también desde el equipo de TRIAS para que esto pueda fluir de mejor manera, ¿no? En este proceso
trabajamos con 26 directivos, que son directivos que ya son parte de las juntas directivas en las organizaciones, un 60% de mujeres y un 40% de hombres. Perdón, ahí se me algo pasó. Pero bueno, entonces lo importante es evidenciar también el rol que están cumpliendo las mujeres, ¿no? Y vemos también un potencial grande, ¿no? Y el liderazgo que hoy están teniendo en las cooperativas de productores, ¿no? Como TRIAS también buscamos que se generen talleres de Spider, de evaluación, que lo hacemos 2 veces en el año, que es un tema importante, pero ahí hemos visto también un reto, ¿no? Porque no todos los participantes quieren ser evaluados, ¿no? Sino que realmente quieren escuchar que existe un refuerzo, un acompañamiento, ¿no? Entonces eso es un aprendizaje también súper grande al momento también de discutir con los participantes cómo ha sido la aplicación de los conocimientos, ¿no? Entonces, esto nos ha hecho de que tenemos que tomar otras estrategias al momento de poder evaluar también la aplicación de los conocimientos, ¿no? Entonces, como vemos, no hay una sola estrategia que hemos aplicado, hay algunas, una combinación entre mentorías, entre procesos de formación, ¿no? Entre acompañamientos. Entonces, hemos ido buscando algunas estrategias con la finalidad de encontrar diferentes alternativas para que los programas sean más efectivos, ¿no? El siguiente, por favor. Les quería compartir también la aplicación de la metodología Spider, ¿no? Que es una metodología que se aplica para el monitoreo y la evaluación, pero nosotros le hemos estado queriendo dar un peso muy fuerte en temas de seguimiento, ¿no? Y aquí podemos ver justamente cómo vamos midiendo también, en este caso, el liderazgo y la gobernanza en la aplicación de las organizaciones cada año y cómo estos programas de formación están generando un impacto, ¿no? Desde la percepción, ¿no? De los miembros de la organización, de los mismos directivos, y esto nos da como algunos mensajes, ¿no? De cómo podemos seguir mejorando, pero también nos permiten establecer indicadores de mejora continua también dentro de las cooperativas, ¿no? Buscamos que estos procesos sean bastante participativos y que podamos también medir el impacto, ¿no? De liderazgo y la aplicación también de los conocimientos y de la gestión de los directivos. Entonces tenemos reuniones o asambleas con los miembros de las cooperativas en donde a través de diferentes preguntas, ¿no? Vamos generando un espacio de diálogo para poder generar estos análisis y poder también evaluar cómo está mejorando la organización y cómo está contribuyendo estos programas de formación. Aquí podemos ver en este cuadro de acá, ¿no? De que lo hemos ido haciendo desde el 2022 hasta el 2024, y esto lo vamos haciendo en cada una de las OPE, ¿no? Y ese es un elemento importante, ¿no? En donde podemos justamente tener ese análisis de cómo se está aplicando estos conocimientos en la práctica, ¿no? Entonces es una herramienta súper práctica y en especial súper participativa, ¿no? Para los miembros también de las OPEPs. La siguiente, por favor. Y finalmente las lecciones aprendidas que hemos tenido en estos programas de formación y en especial de postseguimiento ha sido el hecho de poder seleccionar adecuadamente a los participantes y no improvisar la delegación de los participantes, tomarnos un tiempo para determinar quiénes realmente tienen la motivación y las ganas y también tienen una capacidad también de transmitir el conocimiento en la práctica. Es un tema bastante importante para que luego el participante pueda aplicar sus conocimientos. Evaluar también los tiempos limitados. Hay varias ONGs y otras instituciones que están desarrollando programas de formación y a veces los participantes están saturados, entonces creemos que ese es un tema importante para definir las metodologías, pero también los tiempos idóneos para poder desarrollar estos programas de formación. Que vemos que hoy los participantes están muy interesados con las certificaciones, en especial los jóvenes, ¿no? Que requieren el aval académico también de estos programas de formación. La valoración, que es un tema súper importante, no todas las organizaciones están interesadas en la profesionalización. En nuestro caso hemos visto que un 80% está interesado en que sus socios directivos se profesionalicen, mientras un 20% no tiene un interés tan fuerte. Entonces es un tema importante para asignar también el número de cupos para estos programas de formación. Y la parte de la orientación a través de la metodología Spider, donde buscamos no hablar de evaluación, sino también de un seguimiento y acompañamiento, pero sí de tener datos e información, ¿no? Que nos permita también poder evaluar el impacto que tienen estos programas de formación y en especial la aplicabilidad. Y un elemento importante como garantizar la sostenibilidad de estos programas de formación que muchas veces son costosos.
Entonces ahí las alianzas estratégicas son claves y en especial para garantizar que los contenidos y las metodologías no se pierdan y que puedan seguir siendo transmitidas a otras organizaciones a través de las universidades, institutos de investigación, ¿no? Eso es nuestra experiencia. La siguiente, por favor. Entonces tenemos también hoy nos acompaña Juan Carlos García, justamente es un joven directivo que ha venido dentro de estos procesos, ¿no? Y representa una organización de productores de cacao, que es una de las principales en Ecuador, ¿no? Que nos va a comentar también su testimonio de vida con estos programas. Por favor, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos, por favor, ¿estás ahí? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Un gusto poderlos saludar. Gracias por el espacio. Bueno, sí, me ha parecido muy interesante escuchar toda la experiencia de ustedes en esta exposición, ¿no? Entonces, bueno, qué gusto saber que estamos trabajando casi de la misma manera, con los mismos objetivos. Creo firmemente que ese es el desarrollo que debemos tener en cada uno de nuestros países, sabiendo que en el tema, al menos acá en Ecuador, el relevo generacional es muy importante. Sabemos que hay organizaciones que tienen directivos con edad muy avanzada y toca trabajar allá. Entonces, eso es lo que se estaba haciendo en estos años con estos programas de formación. Justamente vi que en la lámina acá del ingeniero Paul estaba la lámina del ISTEPS. Yo ahí podría contar una experiencia muy importante al decir que mi primera experiencia con Trias fue justamente por ser hijo de un productor, estar afiliado a una asociación de base. Me llamaron a que me acerque a ser parte de este programa de formación y fue ahí donde me llené de valor y aprendizaje para poder seguir. He trabajado mucho en lo que es inclusión y capacitación, sabiendo que un joven, un directivo con conocimiento es muy valioso para que nos pueda representar en cualquier espacio que se nos dé a nivel nacional como internacional. Es clave el acompañamiento, si siempre está cerca con la evaluación, aunque a veces hay resistencia, a veces algunos no queremos ser evaluados, pero bueno, la evaluación es importante para saber en qué momento corregir y atacar ese espacio para poderlo solventar y que así se vayan llenando de más conocimiento. El intercambio de experiencias, no solo a nivel interno, sino también a nivel internacional, es importante, sabiendo que así como en otros países como Dominicana, Ghana, bueno, algunos países tienen su forma de trabajar, a veces ese intercambio hace que nos complementemos y eso para nosotros es muy importante. No, también decirles que dentro de todos estos talleres es importante siempre estar con las nuevos desafíos que se vienen. Por ejemplo, en este caso, para nosotros como UNOCASE, un desafío fuerte ha sido las nuevas normativas, la debida diligencia, la nueva normativa 848, en donde justamente hemos terminado un diplomado, una capacitación en estrategias sostenibles y regulaciones para la exportación de cacao para estar preparados con todo el equipo técnico y nuestros productores para poder cumplir con las necesidades de nuestros clientes y así poder seguir en la exportación para seguir beneficiando a todos nuestros productores. Eso, si tienen alguna pregunta o quisiera que les cuente algo más, con todo gusto, aquí estamos. Sí. Eso sería todo. Muchas gracias a Juan Carlos y si hay alguna inquietud nos la hacen llegar. Ya, un saludo. Merci beaucoup à Paul et Juan Carlos pour ce témoignage très intéressant. Alors, je vois qu'il y a également quelques questions dans le chat. Donc, une question de Sao du réseau SOU. D'après votre expérience, qu'est-ce qui justifie que les bénéficiaires
on ne veulent pas être évalués, être suivis ou évalués? Qu'est-ce qui justifie qu'ils aient des difficultés à se faire évaluer? Sí, sí, es una pregunta muy importante y en especial cuando aplicamos algunas metodologías, ¿no? Y en nuestro caso, el Spider, ¿no? Vemos que realmente el productor y las OPs con las que trabajamos ya tienen grandes desafíos, ¿no? Tienen varios trabajos que están haciendo, entonces lo que buscan es más bien un apoyo en la retroalimentación, en la revalorización de sus procesos y no seguir ahondando en los problemas. Entonces, es más bien en la terminología, ¿no? No enfrascarnos en la evaluación, sino enfrascarnos en cuáles son las acciones para mejorar, ¿no? Entonces, es un poquito orientarle la forma de cómo nosotros podemos extraer información que nos permita poder tomar decisiones, pero en el trabajo con las organizaciones es aplicar una metodología más bien de promejoras, de qué hacer para seguir mejorando. Entonces, es más en la terminología, ¿no? Creemos que es un elemento importante, más bien del abordaje, de cómo extraemos la información desde las organizaciones. Est-ce que je vois pas de main levée? Si vous avez des questions et peut-être vous avez des difficultés à lever la main, n'hésitez pas à prendre la parole ou à mettre un message dans le chat. Pour l'instant, je vois pas de questions. Je pense que la présentation était claire et le fait que vous insistiez beaucoup aussi sur la coopération ou l'alliance en fait entre Trias comme agri-agence, l'académie comme institut de formation et les OP, pour vous permettre aussi d'assurer à la fois la continuité et le suivi. Est-ce que sur ce sujet-là, il y a des réactions dans les autres pays sur comment vous fonctionnez et les partenariats que vous pouvez créer? Peut-être, Estelle, si sur ce sujet, donc vous êtes une fêtière d'organisation, mais tout à l'heure, vous avez aussi indiqué que vous travaillez aussi avec... Ah ben justement, Estelle, je pense que tu peux prendre la parole effectivement sur ces alliances stratégiques, des précisions à Paul, mais si tu peux expliquer, oui. Ok. En effet, nous, comme l'a dit l'honorable, pour la formation, nous mettons plutôt sur l'approche université paysanne qui permet de valoriser les savoir-faire internes, locaux des producteurs. Mais nous approchons également des services techniques, des universités pour certains types de formations qui sont un peu plus techniques, qui relèvent un peu plus de technicité ou bien de règles auxquelles les producteurs ne peuvent pas, en tout cas, apporter plus d'éléments. Sinon, les alliances stratégiques, en tout cas, on les utilise et on travaille plus avec les producteurs même qui ont vraiment une bonne appréhension de ce qu'ils veulent comprendre et pouvoir mieux faire. Mais nous travaillons avec les universités, on travaille avec les centres de formation. Je prends un exemple pour tout ce qui est de formation en agroécologie. Nous les menons ensemble surtout en complémentarité avec les centres de formation. Et tout ce qui est avec les centres de formation, on a le cadre idéal pour mettre en pratique les modules qui sont dispensés et également on s'appuie sur l'expertise de nos animateurs qui sont là
et des animateurs de centres de formation pour faire des partages d'expériences. Voilà ce que je peux dire dans ces éléments stratégiques. Peut-être, Paul, si vous pouvez expliquer, puisque donc vous êtes une agréagence, donc il y a le partenariat à la fois avec l'Institut de formation, mais également avec les OP. Donc, si vous pouvez peut-être un petit peu revenir sur les différentes OP qui sont partenaires aussi. Ya, ahí creo que ya. Sí, considero que es un elemento importante poder identificar esa alianza con la academia, ¿no? En nuestro caso, si bien es cierto, hay varias universidades y centros de investigación, pero en este caso nosotros hemos identificado a los institutos que han nacido también del cooperativismo, ¿no? Entonces son institutos de formación que vienen a través de todo un proceso de trabajo en lo que es el cooperativismo, ¿no? Entonces es un instituto que ha nacido justamente desde las organizaciones, desde las cooperativas y que ha podido institucionalizarse, ¿no? Entonces lo que estamos buscando también es la revalorización de estos centros de investigación que tienen una relación también muy cercana con los productores, ¿no? Entonces, eso nos permite justamente poder también garantizar ese conocimiento y esa experiencia desde la práctica, ¿no? Entonces, no son institutos ajenos a la realidad de las cooperativas, más bien son institutos que han nacido del proceso de cooperativismo. Entonces, yo creo que sí es importante poder identificar cuáles son las mejores alianzas estratégicas en función también de la necesidad, ¿no? Entonces, en nuestro caso, lo estamos haciendo con este instituto que está muy cercano a la realidad que tienen las cooperativas. Merci beaucoup, Paul, pour ces précisions. Je pense que je vais vous partager une petite synthèse et par la suite, donc, hop, si il y a quelques questions de plus. Excusez-moi. Donc effectivement, en synthèse de ce webinaire, donc je remercie encore les intervenants de la CPF et de Trias. Donc nous avons pu voir deux expériences. Une première au Burkina Faso dans un contexte d'insécurité, donc de voir comment assurer le suivi post-formation des leaders formés. Et à travers notamment tout le réseau de mentorat. Et en Équateur, donc avec ce partenariat entre Trias, l'Institut technique de formation et également les organisations de producteurs pour assurer la formation des leaders, le suivi et s'assurer donc de la durabilité des dispositifs. Ce qu'on voit dans les fondamentaux, c'est l'importance d'assurer un suivi des leaders formés, puisque l'objectif reste le renforcement des OP, donc à la fois pour s'assurer que ces OP puissent assurer la relève générationnelle et puissent s'appuyer sur des leaders qui ont les compétences et qui sont formés. Et donc aussi, on l'a vu à plusieurs reprises, l'importance de pouvoir assurer ce suivi et de pouvoir évaluer les compétences, même en amont de la formation, pour d'abord avoir des formations qui sont bien adaptées aux besoins de ces leaders, mais également pour avoir des leaders dont on sait qu'ils sont proches des OP et qui vont pouvoir évoluer au sein des organisations de producteurs. Donc l'importance aussi de mobiliser les pairs, de mobiliser des leaders d'OP pour pouvoir accompagner et suivre les jeunes leaders. Et donc encore une fois, ce souci et l'importance de mettre en place des dispositifs de formation et de suivi qui soient durables, donc à travers ces alliances stratégiques et qui puissent répondre aux besoins du terrain, puisque on sait bien que ces besoins évoluent au cours du temps et que les besoins en formation des leaders évoluent. Donc, il faut que la formation puisse constamment aussi s'adapter à ces besoins. Donc, dans les enjeux qu'on a pu voir également,
Donc, comment assurer ce suivi à distance avec des contraintes de déplacement ou parfois aussi de connexion téléphonique ou Internet. Bon, l'importance, on l'a vu aussi quand même de plus en plus de l'utilisation des outils numériques, malgré ces contraintes de connexion ou d'Internet. L'importance aussi de bien prendre en compte le financement du suivi, parce que c'est vrai que souvent dans les financements, on prend en compte la formation, mais il ne faut pas aussi négliger le coût du suivi. Et donc, il faut pouvoir le prendre en compte. Aussi, on a un petit peu échangé autour des outils de suivi et des indicateurs, différents indicateurs de suivi-évaluation. Donc, il faut effectivement bien penser ces outils pour qu'ils puissent être adaptés au contexte et être plus des outils qui nous aident et qui ne soient pas une contrainte pour enseigner les indicateurs et qui puissent aussi bien être adaptés au contexte des organisations. Donc, on l'a vu aussi avec l'expérience de Trias, donc qui a choisi de faire finalement de suivre l'évolution des OP dont les leaders sont formés pour aussi pouvoir suivre justement l'évolution des leaders au sein de ces OP. Et donc, on a également insisté sur le suivi qui ne doit pas être perçu comme une évaluation par les leaders, mais bien comme un moyen de mieux identifier les besoins en formation et de pouvoir renforcer les dispositifs au sein des organisations de producteurs. Est-ce que sur cette petite synthèse, vous avez quelques réactions ? Tout le monde est pensif. Si, je pense que Agricord. No, first of all, thank you very much for really very interesting presentations and also excellent summary by Arlene. And just a comment that I really like this, that there's this emphasis also to remind people that to do this kind of monitoring, it costs, and that it's also some good reminder for us here in the Secretariat, because we are often in touch with the donors, to remind them that if you want to do things properly and do the follow-up that is needed, that it's not for free and it requires budget and it requires staff time, and that we should defend this type of costs also in all the budgets that we present. So thank you very much for this this emphasis also that sometimes gets forgotten. Merci Katia. Est-ce qu'il y a d'autres... je pense que s'il n'y a pas d'autres réactions, on va arriver à la conclusion de ce webinaire. Donc, je pense que je vais vous laisser conclure. Je vais partager les dernières slides également. So again, thank you very, very much for Arlene for the excellent moderation, and Estelle and Paul for great informative and inspiring presentations, and special thanks for the farmers organization leaders who shared their views and comments and suggestions with us. And thank you for everybody who has been actively listening and participating and putting questions and comments to the chat. And I would like to remind you that you will be getting a summary sheet that will be also then shared by email from this session. Also, if you would like to get some other information, don't hesitate to get in touch to Adeline or Florian here in Agricord Secretariat. We are happy to facilitate also connections between the participants if you can't find back the colleague that you would like to discuss further. And these webinars are of course only a start. We hope that you can continue the discussions also outside these spaces. There is a fifth one coming up, so please join us also for that one.
And so this is the one here. That's 13th of February.